Le matin où ma sœur a changé les serrures, je me tenais dans l'allée dans ma tenue d'infirmière, tenant un sac en papier avec tout ce que je possédais à l'intérieur. 3 uniformes, un chargeur de téléphone, la vieille Bible de ma mère que personne d'autre ne voulait. Ma sœur se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, et elle n'eut même pas la décence d'avoir l'air désolée. « C'est mieux pour tout le monde, dit-elle. Tu comprends ? » Je ne comprenais pas. Mais j'ai ramassé mon sac, j'ai marché jusqu'à ma voiture et je me suis éloigné de la seule maison que j'avais jamais connue. J'avais 28 ans. J'avais passé les 4 dernières années à faire des doubles quarts à Merci Général, envoyant la moitié de mon salaire à la maison chaque mois, renonçant aux vacances, aux nouveaux vêtements et à toute forme de vie sociale, tout ça pour que ma famille puisse payer les factures. Et au moment où le mari de ma sœur a décidé qu'il voulait la maison pour eux, je suis devenu le problème qu'il fallait éliminer. Ce coquin de ne savait, ce que je n'avais pas encore pleinement réalisé moi-même, c'est que 3 jours plus tôt, une start-up que j'avais discrètement cofondée pendant mes quarts de nuit venait d'être acquise pour 38 millions $. Ma part a été déposée sur un compte dont ma famille ignorait l'existence. Je l'ai appris par mon avocat via un courriel alors que j'étais sur le parking d'une station-service, mangeant une barre granola pour le dîner après un quart de 12 heures. J'avais fixé le chiffre sur l'écran de mon téléphone si longtemps que l'écran s'était éteint. Je n'ai rien dit à personne. Quelque chose en moi me disait de rester silencieuse. Cet instinct m'a sauvée. Je veux vous raconter comment j'en suis arrivé là. Pas la version édulcorée, pas la version où j'étais toujours forte et savais toujours ce que je faisais. La vraie version où j'étais épuisé, fauché et invisible pendant des années tandis que ma sœur était célébrée pour sa simple existence. Ma sœur a 3 ans de plus que moi. En grandissant, c'était la belle, la sociable, celle que mes parents présentaient en premier à chaque réunion de famille. J'étais la silencieuse qui obtenait de bonnes notes et ne demandait pas grand-chose. Quand l'entreprise de construction de mon père a commencé à péricliter, j'avais 15 ans. J'ai commencé à faire du babysitting pour les enfants des voisins le week-end pour aider avec l'épicerie, sans qu'on me le demande. Ma sœur était au centre commercial. Personne ne lui a demandé d'aider. Personne ne s'y attendait. Quand j'étais à l'université, j'avais contracté des prêts, travaillé 2 emplois à temps partiel et maintenu mes notes suffisamment élevées pour entrer à l'école d'infirmière. Ma sœur a abandonné son diplôme de commerce après un semestre. Mes parents lui ont dit que c'était bien, qu'elle trouverait sa voie. Quand j'ai mentionné que j'avais des difficultés avec les frais de scolarité, ma mère m'a dit que j'étais toujours si capable que je m'en sortirais. Capable, comme si c'était un compliment. Comme si ce n'était pas juste une autre façon de dire tu es seul. Je m'en suis sorti. Je m'en suis toujours sorti. Quand j'ai obtenu mon diplôme et réussi mes examens d'État, ma famille a organisé une fête pour ma sœur parce qu'elle avait été promue chef d'équipe à la boutique de vêtements où elle travaillait. Le timing était une coïncidence. Le fait que personne n'ait mentionné ma remise de diplôme ce soir-là au dîner ne l'était pas. Je suis rentré à la maison après l'école d'infirmière parce que le loyer en ville était exorbitant pour le salaire d'une infirmière de première année, et mes parents ont dit que c'était logique. Ce que cela signifiait réellement, c'est que je suis devenu l'adulte fonctionnel du foyer. Je payais un tiers du prêt immobilier chaque mois. Je faisais les courses. J'emmenais mon père à ses rendez-vous de cardiologie quand son cœur a commencé à lui poser problème. Je coordonnais ses ordonnances. Je restais à la maison les soirs où l'anxiété de ma mère devenait intense et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour s'asseoir avec elle. Ma sœur rendait visite le dimanche. Elle apportait des pâtisseries et recevait les câlins. Son mari, Derek, a emménagé 2 ans après leur mariage parce que leur bail d'appartement avait pris fin et qu'ils étaient entre 2 situations. C'était l'expression de mon beau-frère pour tout ce qui était inconfortable entre 2 situations. Il en avait beaucoup. Il avait aussi des opinions sur la maison, sur la façon dont la cuisine devrait être réorganisée, sur la nécessité de ma place de parking puisque je travaillais de nuit et lui de jour. De petites choses. La mort par 1000 petites choses. Puis la santé de mon père a décliné brusquement en hiver. Il avait besoin de plus de soins, de plus de rendez-vous. Ma sœur et Derek se sont assis à la table de la cuisine et ont décidé ensemble, sans moi, qu'il serait préférable qu'ils emménagent à temps plein pour aider. Quand je suis rentré d'un quart de nuit et que j'ai trouvé l'équipement de golf de Derek dans le placard de ma chambre, j'ai compris que la décision concernant l'espace avait déjà été prise, elle aussi. J'ai commencé à dormir sur le canapé-lit dans la petite pièce. Je me suis dit que c'était temporaire.
6 mois plus tard, mon père est décédé. Le chagrin était énorme et compliqué, et je n'ai pas eu le temps de m'y plonger car il y avait des arrangements à faire, des documents d'assurance, son équipement médical à retourner. J'ai fait la plupart de cela. Ma sœur a planifié les arrangements floraux pour le service et a pleuré magnifiquement. Après les funérailles, mon beau-frère a commencé à parler à ma mère de la maison, de la difficulté à l'entretenir, de la logique financière de la consolidation, et de la façon dont avoir tout le monde sous le même toit était en fait un cadeau pendant une période difficile. Ma mère a acquiescé à tout ce qu'il a dit. Elle le faisait toujours. Je n'étais pas non plus incluse dans ces conversations. 3 semaines après avoir enterré mon père, ma sœur est venue dans la petite pièce où je dormais et m'a dit qu'elle et Derek allaient rénover l'espace pour en faire une chambre convenable pour quand ils auraient des enfants. Elle m'a dit que j'avais 2 semaines et qu'elle pensait que c'était en fait une très bonne opportunité pour moi d'avoir mon propre logement maintenant que j'étais établi dans ma carrière. Elle l'a dit avec un sourire, comme si elle me rendait service. Tu as toujours été si indépendante, dit-elle. Tu te débrouilleras bien. C'était ça. Capable. Indépendante. Le langage qu'ils avaient toujours utilisé pour justifier le fait que je n'avais rien reçu. J'ai emménagé dans un hôtel long séjour avec mon sac en papier et mes 3 uniformes. Je n'ai pas pleuré dans l'allée. J'ai pleuré seul dans la chambre 114, avec l'unité de climatisation qui vibrait et les lumières du parking qui traversaient les rideaux, et je me suis permis de ressentir tout le poids de ce qui venait de m'arriver. Pas seulement l'expulsion, mais les années d'expulsion. Toute la structure d'une famille qui avait été construite sur l'hypothèse que je porterais ce que personne d'autre ne voulait porter, et que je disparaîtrais quand je ne serais plus utile. Je me suis permis de le ressentir complètement, et puis j'ai arrêté. Parce que j'avais 38 millions de dollars et absolument rien à perdre. Mon avocat s'appelle Paul, et c'est le genre d'homme qui parle lentement et pèse chaque mot. Je l'avais rencontré 2 ans plus tôt par l'intermédiaire d'un collègue dont le frère avait besoin de conseils juridiques pour une start-up, et il m'avait aidé à structurer ma participation au capital de l'entreprise d'une manière qui me protégeait entièrement. C'est lui qui a appelé pour confirmer l'acquisition. C'est aussi lui qui m'a conseillé, discrètement, de ne rien dire à ma famille tant que je n'aurais pas un plan clair. Les gens changent quand l'argent est en jeu, a-t-il dit. Même les gens que vous aimez. Je le savais déjà. J'avais vu ma famille changer quand il n'y avait pas d'argent. Je ne pouvais qu'imaginer ce qu'ils feraient avec l'odeur des millions. L'entreprise que j'ai cofondée était une plateforme de données de santé. J'avais passé 3 ans à la construire avec 2 autres infirmières qui, comme moi, étaient furieuses de la mauvaise circulation des informations entre les services et de la fréquence à laquelle les patients passaient à travers les mailles administratives. Nous avons construit un système pour y remédier. Nous l'avons fait fonctionner les nuits, les week-ends et les jours de congé pendant 2 ans avant de trouver notre premier véritable investisseur. Je n'ai jamais rien dit à ma famille. Ce n'était pas exactement un secret. Je savais juste que si j'en parlais, mon beau-frère aurait des opinions, ma sœur le dirait à ses amis, et ça ne serait plus à moi. Alors, c'était à moi, discrètement, entièrement. L'entreprise acquéreuse était une grande firme de technologie de la santé basée à Chicago. Ma part s'élevait à 38 200 000 dollars. Après les impôts, après les frais, après tout ce que Paul m'a expliqué au cours de 4 appels téléphoniques très intenses, il me restait un chiffre qui ne me semblait toujours pas réel quand je le regardais. J'y ai réfléchi pendant une semaine avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, j'ai commencé à agir avec prudence. J'ai acheté discrètement un appartement dans un immeuble du centre-ville par l'intermédiaire d'une LLC que Paul avait créée, afin que rien ne soit attaché à mon nom publiquement. Je l'ai meublé simplement. J'ai continué à travailler parce que la routine me rassurait et parce que j'aimais sincèrement mes patients. Je n'ai rien dit à personne. Mes collègues ont remarqué que j'avais l'air moins fatigué. Je leur ai dit que j'avais enfin trouvé mon rythme de sommeil. Pendant 2 mois, les seules personnes au courant étaient Paul et mes 2 cofondateurs, qui avaient tous 2 signé des accords de non-divulgation inattaquables dans le cadre de l'acquisition. L'acquisition elle-même n'a pas été annoncée publiquement avant plusieurs semaines, et quand elle l'a été, c'était une nouvelle économique, le nom de l'entreprise, pas les fondateurs individuellement. Je pensais avoir plus de temps. Je n'avais pas pensé à Derek. Mon beau-frère se considérait comme un investisseur astucieux. Il passait beaucoup de temps sur les sites d'information financière et les forums d'affaires à chercher ce qu'il appelait des angles. Il a trouvé l'annonce de l'acquisition dans une newsletter de l'industrie technologique,
et parce qu'il savait que je travaillais dans les soins infirmiers et que j'avais mentionné une fois que j'étais impliqué dans un projet parallèle des années auparavant. Il a fait le lien plus vite que je ne l'avais prévu. Il a appelé ma sœur. Ma sœur a appelé ma mère, puis tous les trois m'ont appelé en même temps. Les appels se sont succédés, 17 en une seule matinée alors que j'étais en plein quart. Je n'ai pas répondu. J'ai envoyé un message à Paul, ils savent. Ça commence. Il a répondu par message, bien. Nous sommes prêts. Ma sœur a laissé un message vocal qui était chaleureux d'une manière qui donnait l'impression de toucher un four chaud avec un gant de cuisine. On peut sentir que quelque chose brûle même à travers le rembourrage. Elle a dit qu'elle avait tellement pensé à moi. Elle a dit qu'elle se sentait horrible de la façon dont la situation du logement s'était déroulée et qu'elle espérait que je savais que ce n'était jamais personnel. Elle a dit que la famille était toute et qu'elle aimerait m'inviter à dîner, juste nous deux, et rattraper le temps perdu correctement. Elle a dit qu'elle m'aimait. J'ai sauvegardé le message vocal. Ma mère a appelé 2 fois. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour moi. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que j'avais fait quelque chose de remarquable avec une entreprise et qu'elle voulait juste entendre ma voix. Elle a demandé si je mangeais bien. Elle n'a pas mentionné le canapé lit. Elle n'a pas mentionné le sac en papier. J'ai aussi sauvegardé ses messages vocaux. Derek m'a envoyé un PDF par courriel. C'était une proposition d'investissement familial, de 4 pages, formaté avec un logo qu'il avait apparemment créé pour une LLC qu'il avait enregistrée 3 semaines plus tôt, avant même d'avoir confirmé que j'étais bien la personne impliquée dans l'acquisition. Il décrivait une opportunité pour moi d'investir dans ce qu'il appelait un véhicule de placement familiaux diversifié, qui, pour autant que je puisse en juger en le lisant 2 fois, était un fonds qu'il contrôlerait et dont il percevrait des frais de gestion. Il avait inclus un montant de contribution initiale suggéré. C'était 4 billions $. Je l'ai transféré à Paul sans un mot. Paul m'a appelé dans les 10 minutes et je pouvais l'entendre presque rire. Il m'a dit de ne rien faire. Il a dit, laissez-les venir. Alors, j'ai attendu. La demande de dîner s'est transformée en demande de déjeuner, puis en demande de café, puis ma sœur s'est simplement présentée à merci général pendant ce qu'elle supposait être mon changement de quart. Je le sais parce que la réception a appelé pour me dire que ma sœur était dans le hall et me demandait. J'étais à 30 pieds de distance derrière une cloison. J'ai demandé à la réception de lui dire que j'étais indisponible. J'ai observé à travers la fenêtre de la cloison l'expression de ma sœur passer d'attentive à confuse à quelque chose de plus dur et plus froid. Elle est partie après 11 minutes. J'ai chronométré. Ma mère a fait son mouvement 2 semaines plus tard. Elle a envoyé une lettre, manuscrite, sur le papier à lettres fleuries qu'elle avait toujours gardé dans le tiroir de la cuisine. Elle faisait 3 pages. La première page parlait de mon père, à quel point il lui manquait, à quel point les choses avaient été difficiles, à quel point la maison semblait vide maintenant. La deuxième page parlait de la famille, comment elle avait toujours fait de son mieux, comment elle espérait que je savais que j'étais aimé, comment la vie était courte et les rancunes pesantes. La troisième page concernait la maison, plus précisément une ligne de crédit hypothécaire que mon beau-frère avait apparemment contractée sur la propriété 6 mois plus tôt, qui était maintenant en défaut de paiement, et sur la façon dont il risquait une saisie immobilière. Et si je pouvais être en mesure d'aider? Il n'y avait aucune reconnaissance du canapé lit, aucune mention du sac en papier, aucune référence aux 4 années de paiements hypothécaires que j'avais effectués, ni au rendez-vous de cardiologie, ni aux nuits où je suis resté assise avec ma mère quand personne d'autre ne le faisait. Juste la demande, habillée de fleurs. J'ai lu la lettre 3 fois. Je l'ai tenue un moment. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé Paul et je lui ai dit ce que je voulais réellement faire, pas seulement ce qui était juridiquement intelligent. Il a tout écouté. Puis il m'a dit que presque tout ce que je voulais était entièrement possible, et qu'il attendait que je sois prête. J'étais prête. La première chose que nous avons faite a été d'acquérir discrètement la créance hypothécaire en défaut de paiement auprès du prêteur. C'est une manœuvre financière légale, quoique peu courante. Un tiers peut acheter une dette en difficulté, ce qui transfère les droits du créancier à l'acheteur. Paul l'avait déjà fait. Cela a pris 2 semaines et un appel téléphonique auquel je n'ai pas assisté. La transaction a été traitée par l'une de mes LLC. Ma famille n'avait aucune idée. Cela signifiait que je détenais maintenant la dette sur la maison. Pas la maison elle-même, mais le droit de la saisir si la dette restait impayée.
Je n'ai pas procédé à la saisie. Ce n'était jamais le plan. Le plan était la clarté. J'ai appelé ma sœur. C'était la première fois que je lui parlais depuis près de 3 mois. Elle a répondu dès la première sonnerie et sa voix est devenue immédiatement chaleureuse et douce, la voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Elle m'a appelé par le surnom qu'elle n'avait plus utilisé depuis notre enfance. Elle m'a demandé comment j'allais, comment allait le travail, si j'étais heureuse. Je l'ai laissé parler pendant 2 minutes. Puis j'ai dit, calmement, je suis au courant du défaut de paiement de la ligne de crédit hypothécaire. Je suis au courant de la proposition de LLC de Derek. J'ai ton message vocal, la lettre de maman et le PDF de Derek. J'aimerais vous rencontrer tous les 3 samedis. Je t'enverrai l'adresse par message. Il y eut un long silence. Bien sûr, dit-elle. Bien sûr, nous serons là. Nous nous sommes rencontrés dans la salle de conférence du bureau de Paul. Je portais mon bon blazer. Je suis arrivé en avance. Ils sont arrivés ensemble, ma mère, ma sœur et Derek, habillés comme pour une réunion d'affaires, ce que c'était, je suppose. Ma mère m'a serré dans ses bras dans le hall et m'a tenu un instant de plus que ce qui semblait naturel. Ma sœur a souri. Derek a rapidement balayé la pièce du regard, évaluant. Paul était assis au bout de la table. Je me suis assise à côté de lui. En face de moi, ma famille s'est installée et s'est arrangée. J'ai parlé en premier. Je leur ai dit que je n'étais pas en colère. Je le pensais. La colère s'était consumée quelque part dans la chambre 114 avec le bruit de la climatisation. Ce que j'avais maintenant, c'était de la clarté. Et la clarté est bien plus silencieuse et bien plus utile que la colère. Je leur ai dit que je comprenais ce dont ils avaient besoin, et je leur ai dit ce qui allait réellement se passer. La dette hypothécaire qu'ils avaient en défaut de paiement était maintenant détenue par l'une de mes entreprises. J'avais 3 options à ma disposition. Je pouvais saisir, ce que je n'avais pas l'intention de faire. Je pouvais pardonner entièrement la dette, ce que je n'étais pas prête à faire sans condition. Ou je pouvais la restructurer. J'avais choisi de la restructurer. Voici les termes. La maison serait cédée à une fiducie familiale, dont ma mère serait la seule bénéficiaire de son vivant. Ma mère vivrait dans cette maison aussi longtemps qu'elle le souhaiterait. Elle ne paierait pas de loyer. Elle aurait une allocation mensuelle prélevée sur un compte séparé que j'avais établi, suffisante pour couvrir les charges, l'épicerie, les frais médicaux et des dépenses personnelles modestes. Elle serait à l'aise. Ma sœur et Derek ne figureraient pas sur l'acte de propriété. Ils n'auraient pas accès à la fiducie. Ils étaient les bienvenus pour rendre visite à ma mère en tant que membre de la famille. Ils n'étaient pas les bienvenus pour traiter la maison comme un actif financier. Derek a commencé à parler. Paul a posé une main à plat sur la table, un geste silencieux, et Derek s'est arrêté. J'ai continué. En échange de ces conditions, ma sœur signerait un document reconnaissant qu'elle n'avait reçu aucune contribution financière personnelle de ma part pour tout actif futur, qu'elle renonçait à toute réclamation potentielle, quelle que soit la manière dont elle pourrait la formuler. Contre ma succession ou mes avoirs, et que l'arrangement pour les soins de ma mère était définitif et complet. Paul avait rédigé le document. Il faisait 6 pages. Il était inattaquable. S'il refusait ces conditions, la dette serait transférée à un prêteur conventionnel, et le processus de saisie se poursuivrait selon son calendrier existant. Ma mère pleurait silencieusement. Ma sœur était très immobile. La mâchoire de Derek était serrée. « Tu ferais ça à ta propre famille, dit ma sœur. » Sa voix était basse et prudente. « Je fais ça pour maman, dis-je. Je la protège de la situation que toi et Derek avez créée. Je m'assure qu'elle soit prise en charge sans que personne ne puisse piocher dans ses soins et en tirer profit. Et pour nous ? Dit ma sœur. Je l'ai regardé un instant. J'ai pensé à l'allée, au sac en papier, au canapé-lit, aux pâtisseries du dimanche et aux magnifiques pleurs aux funérailles de mon père, et au message vocal qui commençait par le surnom qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Vous vous débrouillerez bien, dis-je. Vous avez toujours été si débrouillard. Derek a signé le premier, en fait, ce qui m'a surprise. Je pense qu'il a compris plus vite que ma sœur qu'il n'y avait plus d'angle d'approche. Ma sœur a signé après lui, sa signature serrée et petite. Ma mère a signé en dernier. Et quand elle a posé le stylo,
elle m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas entièrement nommer, du chagrin et de la gratitude, et quelque chose qui pourrait avoir été le début de la compréhension. Dans les mois qui ont suivi, j'ai observé ma famille s'adapter à une nouvelle réalité. Derek a réorienté son énergie vers un podcast sur les finances personnelles, qui comptait 17 auditeurs à ma dernière vérification. Ma sœur a gardé son emploi à la boutique et a cessé de m'envoyer des SMS occasionnels qui se terminaient par des demandes. Ma mère s'est installée seule dans la maison, et quelque chose de surprenant est arrivé. Nous avons commencé à nous parler au téléphone. Non pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose, juste parler. De mon père. De vieux souvenirs. De choses qu'elle n'avait jamais dites. Ces conversations étaient prudentes et incomplètes et véritablement les nôtres. Peut-être pour la première fois. J'ai continué à travailler à Merci Général pendant 8 mois après l'acquisition. J'aimais le travail. J'aimais mes patients, mais finalement l'ampleur de ce que je construisais m'a entièrement éloigné du chevet des patients pour me diriger vers quelque chose de plus grand. J'ai rejoint le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif axée sur l'accès aux soins de santé dans les communautés mal desservies. J'ai financé 2 bourses d'études à mon école d'infirmière, nommée anonymement. J'ai embauché une petite équipe et j'ai créé une deuxième entreprise. Celle-ci se concentrait sur ce que la première m'avait appris, sur ce que la première avait manqué. J'ai 31 ans. Je vis dans un appartement qui est le mien. J'ai un placard où rien n'appartient à personne d'autre. Je dors dans un vrai lit dans une vraie chambre sans équipement de golf de quiconque pressé contre le mur. Le sac en papier a disparu. Je n'en ai plus besoin. Je veux dire quelque chose sur ce que signifie être la personne capable, l'indépendante, celle qui s'en sort toujours. Pendant longtemps, j'ai cru que ces mots étaient une description de qui j'étais. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'ils étaient un système, une façon d'organiser une famille de manière à ce qu'une personne porte ce que les autres ne veulent pas porter et soit remerciée juste assez pour continuer à le faire. Le bouc émissaire, la personne responsable, la constante, différents noms pour la même fonction. Vous êtes utile jusqu'à ce que vous deveniez gênante, et quand vous devenez gênante, il vous donne un sac en papier et appelle cela une opportunité. Voici ce que je sais maintenant. La capacité est à vous. Elle vous appartient, pas aux personnes qui en bénéficient. La force que vous construisez dans l'obscurité, naviguant sans filet, apprenant à survivre sans applaudissements, celle-là est à vous. Elle ne peut pas être revendiquée rétroactivement par les personnes qui vous ont laissé la construire seule. Et quand vous détenez enfin le pouvoir, vous ne le devez pas au système qui vous a fait porter tout. Vous le devez d'abord à vous-même, à votre paix, à la vie que vous avez construite pendant les heures où il supposait que vous ne faisiez que payer les factures. Établissez vos limites. Maintenez-les sans vous excuser. Protégez ce que vous avez construit. Et s'ils appellent 91 fois, laissez-les tomber sur la messagerie vocale. Si une partie de mon histoire ressemble à la vôtre, si vous avez été la personne capable, celle qui porte tout et reçoit un sac en papier en retour, je veux vous entendre. Laissez votre histoire dans les commentaires. Aimez et abonnez-vous si cela a résonné en vous. Et rejoignez notre communauté ici à Histoire de Restauration, où nous parlons honnêtement de la construction d'une vie qui est entièrement, sans complexe, la vôtre. Vous n'êtes pas une invitée dans votre propre histoire. Vous ne l'avez jamais été.